Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver après un été court et studieux. On a, s'il vous plaît, nous avons, mes chers collègues, pour la reprise de nos travaux en commission, le plaisir d'accueillir, et j'ai le plaisir de les accueillir en votre nom, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et Madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, Monsieur le ministre, vous avez devant vous 71 députés qui, depuis de longues semaines, voire presque un an, pour certains, certaines, travaillent sur des mesures qui ont structuré ce projet de loi. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des collègues députés présents aux très nombreuses auditions des rapporteurs, ce qui a visiblement contribué à une meilleure information de la Commission. Si cette Commission réunit évidemment plusieurs visions différentes de l'entreprise, je suis très heureuse que nous ayons autant d'amendements. Cela prouve non seulement l'intérêt et les espoirs que suscite ce texte, et je suis confiante que la pluralité des avis exprimés dans le cadre de cette commission spéciale ne pourra que contribuer à l'amélioration, à l'enrichissement de ce texte important. Nous n'avons certes peut-être pas la même définition, la même vision de ce que devrait être une entreprise, et c'est pour cela que le travail de co-construction, de concertation mené durant des mois l'an passé, avec plus de 620 auditions avec les acteurs économiques, puis en ligne en février dernier, avec plus de 8000 participants, suivis de très nombreuses auditions au mois de juillet et puis en août, était absolument nécessaire. Pour faire de ce projet de loi un texte pour les entreprises, par les entreprises, un texte qui leur ressemble. Pour faire de ce projet de loi un texte audacieux, un texte ambitieux, qui regarde l'avenir, qui considère le long terme, à l'image des qualités requises bien souvent chez les entrepreneurs, pour faire de ce projet de loi un texte ambitieux, responsable, comme le sont nos chefs d'entreprise. Le pacte est un projet de loi complet, entier, abordant toutes les phases de la vie d'une entreprise. Les fondateurs d'entreprises innovantes parlent d'entreprise comme d'un organisme vivant, d'ailleurs. Et c'est vrai. N'ayons pas une vision trop statique de l'entreprise, alors qu'elle est toujours en mouvement. L'entreprise est un corps vivant, dont les acteurs, les salariés, les partenaires, les syndicats, les chefs d'entreprise interagissent ensemble au quotidien, évoluent au sein d'un environnement qui les impacte directement et cherchent à donner du sens à leur action. Ce texte répond directement à cette cohérence. Ce ne sont pas des mesures en silo, et je n'aurai de cesse de le rappeler. Vous n'aurez pas un paquet TPE, un paquet PME, un paquet ETI. Ce sont bel et bien un ensemble de propositions qui accompagnent toutes les entreprises, de la TPE à l'ETI, à chaque étape de leur vie. Notre pays a besoin de ces entreprises, de toutes ces entreprises, sans opposer salariés et dirigeants, sans opposer capital et travail, sans opposer compétitivité et responsabilité sociale. Je me permets une parenthèse sur un aspect du texte qui m'a porté pendant toute la durée des travaux. Depuis octobre 2017, la lutte, et vous êtes nombreux à l'avoir considéré, je vous en remercie, la lutte contre la stigmatisation de l'échec, afin de permettre à chacune, à chacun, de pouvoir avoir une deuxième chance, de rebondir. Ce projet de loi est l'occasion, enfin, de mettre fin à ce fer rouge avec lequel sont encore marqués celles et ceux qui ont osé entreprendre. N'oublions pas que la stigmatisation de l'échec est un double handicap, un frein personnel, mais aussi un frein collectif, parce qu'il empêche le dynamisme d'une société. J'espère qu'ensemble, nous oserons prendre les mesures nécessaires qui vont dans cette direction. En attendant et en conclusion, je ne serai évidemment pas dans mon rôle si je ne concluais pas par un point de méthode. Comme c'est l'usage, et vous le savez, l'examen s'ouvre cette semaine avec la suite de la discussion générale déjà engagée avec les ministres le 18 juillet dernier, afin que les ministres Bruno Le Maire et Delphine Gény-Stéphane puissent compléter la présentation des dispositions du projet de loi. Puis notre cher rapporteur général, qui porte avec moi le pacte, malgré son bras en écharpe, mais son excellente compétence toujours en bandoulière, aura évidemment quelques questions à vous soumettre. Chaque groupe politique
à travers leurs porte-parole, prendront la parole pour 4 minutes, suite à quoi nous écouterons bien évidemment les réponses des ministres. Enfin, chaque député pourra ensuite poser les questions pour 2 minutes. Cette discussion générale est un temps important d'échange. Nous avons en effet un peu plus de 2100 amendements à analyser, à examiner. Je serai donc vigilante à la durée et à la bonne tenue des débats. C'est un point important si nous voulons avoir terminé d'étudier ce texte avant les Journées européennes du patrimoine du samedi 15 et dimanche 16 septembre, qui sont importantes pour chacun et chacune d'entre nous et bien évidemment pour nos circonscriptions respectives. Je souhaite en conclusion, et je le dis clairement, que chacun d'entre vous puisse exprimer ses positions, mais sans le faire au détriment du temps de parole des autres commissionnaires. Je favoriserai donc la pluralité des prises de position et je serai ferme et attentive sur les temps de parole. Madame, Monsieur les ministres, c'est avec un grand plaisir que nous vous écoutons. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je ne vous cache pas mon plaisir à vous retrouver cet après-midi. Je vous vois tous avec des mines reposées, bronzées, même les députés normands, c'est tout dire. Cela augure bien de nos débats sur ce projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui, depuis maintenant plus de 12 mois, se sont mobilisés pour améliorer le texte, le compléter en fonction des remarques qui nous sont parvenues de partout en France. Ils ont aidé profondément à l'amélioration du texte du gouvernement. Je voudrais vous dire à quel point je souhaite que nos débats sur ce texte de loi, qui est un texte important, soient à la hauteur des enjeux que ce texte souhaite relever, mais surtout à la hauteur des débats que les Français souhaitent avoir, à mon sens, depuis très longtemps, sur leur modèle économique, sur l'entreprise, sur la place respective des entrepreneurs et des salariés. La France est une grande nation d'entrepreneurs. Mais entreprendre comment? Entreprendre avec quelles règles et quelles libertés? Entreprendre pour qui? Et surtout entreprendre à quelle fin? Ce sont des questions que tous nos compatriotes se posent et auxquelles, au cours de ce débat, chacun avec sa sensibilité, chacun avec sa conviction, pourra répondre. J'aimerais rappeler au début de mon intervention quelques réalités cruelles. Il y a 20 ans, la France avait le même nombre d'entreprises de taille intermédiaire que l'Allemagne. Aujourd'hui, nous en avons un peu plus de 5 000, l'Allemagne en a plus de 12 000. Il y a 20 ans, la France avait un excédent du commerce extérieur supérieur à celui de l'Allemagne. Aujourd'hui, la France accumule les déficits du commerce extérieur quand l'Allemagne accumule les excédents du commerce extérieur. Et surtout, il y a 20 ans, c'est le résultat des chiffres que je viens de vous donner. La France avait un revenu par habitant supérieur à celui de l'Allemagne. Il y a 20 ans, les Français étaient plus riches que les Allemands. Et je n'aurai pas la cruauté de rappeler qu'il faut remonter à 45 ans pour trouver un budget à l'équilibre en France, là où beaucoup de nos partenaires européens ont aujourd'hui un budget à l'équilibre. Depuis 20 ans, nous avons donc décroché par rapport à notre principal partenaire et par rapport à beaucoup de nos partenaires européens. Notre économie n'a pas su prendre toute sa place dans la mondialisation. Nos PME sont trop petites, elles n'investissent pas assez, elles n'innovent pas assez et elles n'exportent pas suffisamment. Cela ne peut pas durer, parce que cela se traduit concrètement par un appauvrissement des citoyens français, par un appauvrissement des territoires, par un appauvrissement des ménages français, par un chômage de masse, et au bout du compte, par la relégation de notre pays sur la scène internationale. Alors certains estiment que la bonne solution serait
de dépenser toujours plus de dépenses publiques et que ce serait ça la bonne solution pour répondre aux défis que je viens de marquer. Sauf que comme nous sommes déjà le pays qui a le niveau de dépenses publiques le plus élevé par rapport à sa richesse nationale de tous les pays développés, si c'était la solution, nous serions aujourd'hui le pays le plus riche de toutes les nations développées. C'est loin d'être le cas. Je crois à la bonne dépense publique. Je pense qu'elle est indispensable pour les services publics. Je pense qu'elle est indispensable pour les plus fragiles de nos compatriotes. Je pense qu'elle est nécessaire pour financer l'innovation, l'investissement dans les nouvelles technologies. Mais je ne crois pas que toujours plus de dépenses publiques puisse être la bonne réponse aux défauts de notre modèle économique. C'est une autre voie qu'il faut emprunter. Et c'est avec le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, l'ensemble de la majorité, cette autre voie que nous vous proposons avec ce projet de loi. Cette autre voie, c'est celle qui nous mènera à ce que j'ai appelé une nouvelle prospérité française. Une prospérité pour tous les Français, sur tous les territoires. Cette voie de prospérité, elle doit être fondée sur le renforcement de nos entreprises, de nos PME, notre tissu de production. Elle doit être fondée sur le soutien à l'investissement dans l'innovation et sur la création d'emplois dans le secteur marchand, avec les qualifications et les formations qui vont avec. Je vais vous dire une conviction profonde. La France n'a rien à craindre de la mondialisation. Elle a tout pour y réussir. Tous les atouts, toutes les capacités, toutes les qualités, tous les savoir-faire. Elle demande juste que le modèle économique sur lequel elle se construit soit à la fois plus efficace et plus juste. C'est cette transformation de notre modèle économique que nous avons commencé à porter il y a déjà plusieurs mois, avec beaucoup de cohérence. La première étape a été le choix sur la fiscalité du capital. Nous en avons débattu ensemble et nous avons eu un débat, je tiens à le dire, qui a fait honneur au Parlement. Nous avions des positions radicalement opposées et tranchées au sein de l'hémicycle. C'est bien. Et c'est la preuve que notre démocratie est vivante. Mais je maintiens qu'il était nécessaire d'alléger la fiscalité sur le capital. Parce que moins de fiscalité sur le capital, c'est plus d'investissement pour les entreprises et plus d'innovation pour notre modèle économique. Moins de fiscalité sur le capital, c'est plus d'attractivité de notre territoire pour tous les investisseurs étrangers qui vont nous aider à faire grandir nos entreprises. Et d'ailleurs, les résultats commencent à être là, puisque le niveau d'investissement de nos entrepreneurs reste élevé et que la France retrouve sa place de nation attractive parmi les grandes nations économiques du monde. Nous nous sommes également attaqués, c'était la deuxième étape fondamentale, au premier défi économique français, l'éducation. Le premier problème économique français est un problème d'éducation, un problème de formation, de qualification. Vous êtes tous des élus de terrain et vous avez tous vu partout sur vos territoires que face aux 3 millions de chômeurs, vous avez des milliers d'entreprises qui cherchent des soudeurs, des chaudronniers, des carrossiers, des techniciens de maintenance, des ingénieurs, et qui ne les trouvent pas. Il est temps de mettre fin à ce scandale français d'une nation qui a d'un côté un chômage de masse et de l'autre qui est incapable de former les nouvelles générations aux métiers qui existent. Avec Pacte, nous allons franchir une nouvelle étape dans cette transformation économique. Elle doit d'abord nous permettre de clarifier les rôles respectifs de l'État, de l'entreprise et de la société. Et nous aurons, je le sais, un débat vivant là-dessus. Tant mieux. Parce qu'il est temps que chacun se positionne là-dessus. Moi, je crois à un État garant de la protection de l'ordre public économique. C'est le premier rôle de l'État. Il est le garant de l'ordre public économique, sinon les dérives sont trop nombreuses, les abus sont trop nombreux. À l'État, le soutien des entreprises en difficulté. Car tous, sur vos territoires, vous êtes confrontés à cette situation d'entreprises qui ne s'en sortent pas, qui rencontrent des difficultés insurmontables et qui ont besoin que l'État soit à leur côté. Et à l'État, enfin, les services publics dont dépend notre souveraineté nationale. Voilà pour moi le rôle de l'État dans l'économie française. L'ordre public économique, le soutien des entreprises en difficulté et les services publics dont dépendent notre souveraineté nationale. Aux entreprises, la création de richesses, la création d'emplois, mais aussi
la transformation de notre vie quotidienne. Qui va transformer notre vie quotidienne? Nos transports, notre mobilité, notre consommation courante, notre alimentation, si ce n'est les entreprises. L'entreprise, par conséquent, ne peut plus être uniquement le lieu de la réalisation des profits. Ça n'est pas le rôle que joue l'entreprise uniquement aujourd'hui dans notre société. Elle transforme notre vie quotidienne. Et nous avons voulu affirmer haut et fort ce rôle de l'entreprise dans la transformation sociale et environnementale de notre pays en l'inscrivant dans le Code civil sur la base des recommandations du rapport de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Notat. Je tiens profondément à la reconnaissance dans le Code civil de ce nouveau rôle des entreprises dans notre pays. Et je considère que non seulement nos concitoyens l'attendent, mais que les entreprises elles-mêmes y ont intérêt. Je voudrais saluer la décision qui a été celle du Président de la République et du Premier ministre d'inscrire ce projet de loi en priorité à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Car j'estime que c'est le bon moment pour donner un nouvel élan à notre croissance. C'est le bon moment parce que les incertitudes économiques auxquelles la France est confrontée n'ont jamais été aussi élevées depuis plusieurs années. Nous avons un risque de guerre commerciale avec le relèvement des tarifs douaniers imposés par le président des États-Unis, Donald Trump. Cette politique irresponsable de guerre commerciale ne fera que des perdants. Les ambitions croissantes de la Chine qui se développent en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, nous imposent de renforcer notre économie et de protéger nos technologies et nos savoir-faire. Et enfin, les tensions de plus en plus visibles en Europe, avec la perspective du Brexit et des incertitudes en Italie, exigent aussi que nous consolidions notre économie. Pour affronter ces incertitudes, nous avons donc besoin d'entreprises fortes, d'entreprises plus grandes, d'une économie solide. C'est l'objectif principal de notre loi. Alors j'entends tous ceux qui vous disent « cette loi manque de cohérence ». J'aimerais savoir ce qu'ils entendent par ce grand mot de cohérence. J'ai peur que pour certains, cohérence veuille dire simplisme. Nous sommes dans une économie complexe. Et si nous voulons vraiment obtenir des résultats, oui, il faut toucher à tous les leviers, l'investissement, le financement, les seuils, l'épargne salariale. Si nous voulons obtenir de vrais résultats pour notre économie, il faut accepter de toucher à tous les leviers qui nous permettront d'obtenir des résultats durables avec ce cap, faire grandir nos entreprises. La cohérence de notre texte, elle se trouve donc dans cette ambition économique. Faire grandir nos entreprises, les moderniser, les consolider, afin de leur donner les moyens de réussir dans la mondialisation. Les seuils, toucher aux seuils, les simplifier, supprimer le seuil de 20, donner 5 ans aux entreprises, 5 années consécutives avant que ces seuils s'appliquent, c'est un moyen de faire grandir nos entreprises. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas un député dans cette pièce qui n'ait pas eu un chef d'entreprise qui lui ait dit « les seuils sont un obstacle au recrutement de nouveaux salariés ». Le financement des entreprises fait partie de la capacité à faire grandir nos entreprises. La création plus simple, la transmission plus facile s'inscrivent dans cette cohérence, faire grandir nos entreprises. Mais au-delà de cette ambition, il y a aussi une philosophie politique dans ce texte. Et nous revendiquons, avec Delphine Gény-Stéphane, cette philosophie politique. La prospérité de la France doit être la prospérité de tous. Il ne peut pas y avoir d'un côté des entrepreneurs qui réussissent et de l'autre des salariés qui estiment que leurs rémunérations sont insuffisantes. Il ne peut pas y avoir d'un côté des territoires qui explosent économiquement et de l'autre des territoires qui sont relégués. Soit tout le monde réussit en France, soit personne ne peut réussir. J'en suis intimement convaincu. Le développement de l'intéressement, de la participation, la suppression du forfait social à 20% sont une façon de dire quand l'entreprise réussit, le salarié doit être récompensé. La mise en place du rapprochement entre la Caisse des dépôts et consignations et la Banque postale doit permettre de créer un grand pôle financier public avec 1 000 milliards d'euros de capitalisation qui doivent permettre à ce grand pôle financier public d'investir sur les territoires. Et enfin, l'actionnariat populaire est une façon de dire à tous les Français participer à cette nouvelle prospérité nationale. Enfin,
au-delà de cette ambition, de cette philosophie politique, il y a un jeu de long terme qui me paraît décisif. Pacte doit permettre à notre économie de prendre toute la mesure des bouleversements technologiques en cours. Vous êtes tous parfaitement conscients des révolutions technologiques en cours, des bouleversements que va entraîner, notamment sur le marché de l'emploi, l'intelligence artificielle. Nous voyons tous l'émergence rapide des GAFA d'un côté, à l'ouest, des BATX à l'est, dont le niveau de capitalisation de plusieurs centaines de milliards d'euros dépasse celui de 90% des États de la planète. Ces entreprises oligopolistiques ont des capacités d'innovation, de recherche, de création d'emplois, de présence nationale plus fortes que la grande majorité des États de la planète. Comment réagissons-nous face à ces défis? Ce qui est en jeu derrière cela, ce n'est pas simplement notre capacité à réussir économiquement. Le vrai enjeu, c'est notre souveraineté nationale et européenne. Innover, c'est être libre. La nation qui innove est une nation libre. Le continent qui innove est un continent libre. Une nation qui innove est une nation souveraine. Un continent qui innove est un continent souverain. Concrètement, demain, quand nous circulerons tous dans des véhicules électriques, à nous tous de savoir si nous voulons que dans ces véhicules électriques, il y ait des batteries européennes et françaises ou des batteries chinoises. Mais si nous voulons des batteries européennes ou françaises, il faut investir. À nous tous de savoir si nous voulons au large de Courseulles des champs éoliens en mer, avec pour nous simplement la capacité à produire les pales, les rotors et les mâts, ou si nous voulons disposer de ce qui sera clé, la capacité à stocker l'énergie renouvelable et à donner de la régularité dans le flux électrique. Là est la vraie question pour nous. À nous de savoir si demain, nous voulons envoyer dans l'espace des satellites avec des lanceurs européens ou si nous abandonnons la partie pour utiliser des lanceurs chinois ou américains. Toutes les décisions que nous prenons dans Pacte, sur le régime des brevets, sur le lien entre les chercheurs et l'entreprise, sur le fonds pour l'innovation de rupture, sur les cessions d'actifs pour financer ce fonds de l'innovation de rupture, ou sur le renforcement du décret sur les investissements étrangers en France, ont vocation à affirmer haut et fort la souveraineté technologique de la nation française. J'y suis profondément attaché et je considère que dans les ruptures technologiques devant lesquelles nous sommes, il est temps de changer de braquet et de passer à un autre niveau d'investissement et d'innovation. Je voudrais conclure par deux remarques plus générales. La première pour vous dire que tous ces choix qui sont faits en matière économique, en matière de soutien aux entreprises, la philosophie politique qui nous anime, est étroitement liée aussi aux choix européens que nous faisons. C'est les deux faces d'une même pièce, celle dont dépend la souveraineté et la prospérité de la France. Tout ce que nous faisons sur l'innovation et sur les nouvelles technologies n'a de sens que si nous sommes capables aussi en Europe de taxer les géants du numérique et d'éviter qu'en France et en Europe, nos PME payent 14 points d'impôt de plus que Google, Amazon ou Facebook. Tout ce que nous faisons sur l'innovation n'a de sens que si nous sommes capables de créer demain un fonds pour l'innovation européenne, capable de créer des gens du numérique de la taille de Google ou d'Apple. Nous en sommes capables et c'est à notre portée. Tout ce que nous faisons sur le contrôle des investissements étrangers en France n'a de sens que si nous activons le règlement sur les investissements en Europe que nous avons adopté il y a quelques mois. Nation française et Europe doivent aller de pair pour défendre cette prospérité que nous voulons construire. Pacte, c'est donc un nouvel modèle économique que nous vous proposons. C'est pour la majorité, pour le président de la République et le Premier ministre, un nouveau modèle économique que nous choisissons. Nous sommes au moment des choix décisifs pour la France. C'est ces choix décisifs que nous vous proposons de faire avec ce projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, chère Olivia Grégoire, Monsieur le rapporteur général, cher Roland Lescure, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis extrêmement heureuse d'être avec vous, aux côtés de Bruno Le Maire, pour discuter, défendre et améliorer ce projet de loi essentiel.
Essentiel car il part de la réalité de nos entreprises, de nos entrepreneurs, et apporte des réponses très concrètes à leurs difficultés. En effet, dans notre pays, nous ne manquons ni de soif d'entreprendre, ni d'esprit d'initiative, ni de créativité, ni d'audace. Mais les ambitions se heurtent en permanence à des obstacles de toute nature. Les énergies sont trop souvent freinées, découragées. C'est une perte cuisante pour le potentiel de notre économie et nous ne pouvons nous y résoudre. J'aimerais donc insister sur 2 aspects de notre plan d'action. Pacte va permettre aux entrepreneurs d'aller au bout de leurs projets. Notre ferme volonté est d'encourager la prise de risque dans un cadre stable. C'est fondamental pour la confiance, la vitalité et la compétitivité de nos entreprises. C'est fondamental pour relancer l'activité et l'emploi de façon durable en France et au profit de tous. Le chef d'entreprise qui se lance dans l'aventure entrepreneuriale a cette appétence pour le risque, mais il est très vite rattrapé par les complexités du quotidien. Quand il veut protéger ses innovations, passer un seuil, embaucher, exporter ou préparer la transmission de son entreprise. Rien n'est simple. La difficulté, elle vient de notre droit, d'un enchevêtrement de contraintes, de failles extrêmement diverses. Les groupes de travail qui ont préparé Pacte, associant parlementaires et représentants du monde de l'entreprise, ont pu très directement en prendre la mesure. Et je saisis cette occasion pour les remercier du travail accompli, ainsi que tous les parlementaires qui y ont contribué. Encourager la prise de risque, c'est donc lever ces obstacles du quotidien pour les entrepreneurs. Dès le début de l'aventure, en éliminant ce qui fait dépenser une énergie folle aux créateurs, d'abord la complexité, les délais, en passant de 7 réseaux de centres de formalité des entreprises à un guichet unique en ligne, également les coûts, en particulier pour les artisans commerçants, qui ont injustement des coûts de création beaucoup plus élevés que pour n'importe quelle autre activité. Encourager la prise de risque, cela passe aussi par le cadre que nous instaurons pour développer les ICO, les émissions de jetons, ou pour faciliter les expérimentations. C'est du risque que naît l'innovation, mais c'est parfois grâce à la confiance créée par le cadre réglementaire qu'une innovation peut se développer. Encourager l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est enfin répondre à un paradoxe français que nous avons tous eu l'occasion de rencontrer. Quand on réussit, ce n'est pas légitime, et quand on échoue, on ne peut pas se relever. Quand on échoue en France, les efforts déployés pour lancer son entreprise, créer sa marque, ouvrir un restaurant ou un commerce ne sont jamais considérés. Au contraire, quand on échoue, on est stigmatisé le plus souvent, comme le mentionnait votre présidente. Alors comment changer cela? D'abord, par des mesures concrètes pour permettre aux entrepreneurs qui connaissent l'échec de tourner la page plus rapidement. Nous allons faire de la liquidation judiciaire simplifiée la norme pour les TPE de moins de 5 salariés. Nous allons également faire du rétablissement professionnel la procédure par défaut pour les plus petites entreprises. Nous nous attelons à une réforme structurelle importante de notre droit des faillites et de notre droit des sûretés. Ce sont des éléments clés de la compétitivité de notre économie. Mon deuxième point, c'est de mentionner que le pacte ne se limite pas à ce projet de loi. C'est un plan d'action complet. De nombreuses propositions issues du travail de co-construction de pacte et de niveau infralégislatif ont été intégrées à notre programme de réforme. D'abord à l'international. Les mesures de pacte pour le soutien des PME à l'export sont la colonne vertébrale de la stratégie lancée par le Premier ministre en début d'année. Sur les délais de paiement, sur la commande publique, des mesures réglementaires sont en préparation. Sur l'innovation, enfin, les consultations de pacte alimentent le travail de terrain que nous menons dans chaque filière du Conseil national de l'industrie, ainsi que le plan de numérisation des TPE-PME que nous lancerons avec Mounir Majoubi très prochainement. Je me réjouis de voir aujourd'hui la mobilisation, l'intérêt que suscite ce projet, et je vous confirme que sur le terrain, c'est une forte impatience que je perçois. Et donc, sans tarder, je laisse la parole à votre rapporteur général. Merci, Madame, Messieurs les ministres. Et dans le silence qui nous caractérise, nous allons maintenant écouter Monsieur Roland Lescure, notre rapporteur général.
qui va faire vite, mais d'abord pour vous rassurer, ce n'est pas la loi Pacte qui coûte un bras à l'Assemblée. C'est juste un transfert professionnel en me rendant au bureau en vélo samedi qui m'a coûté une petite chute sans trop de gravité, mais malgré tout un coude fracturé. J'espère que... Voilà, donc j'espère que la loi mobilité intégrera tout ça. En tout cas, moi aussi, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais commencer par un tableau quand même un peu sombre. Ça fait maintenant 30 ans que le mur de Berlin est tombé. Ça fait une vingtaine d'années que la Chine est entrée dans l'OMC. Le capitalisme mondial n'a jamais créé autant de richesses. On a sorti 1 milliard de gens de la pauvreté dans le monde. Mais dans le même temps, on n'a jamais créé autant d'inégalités de revenus et on n'a jamais tiré autant sur l'environnement. Et en plus, il y a 10 ans, presque jour pour jour, on vivait une crise financière qu'on n'avait pas vécue depuis 1929. Et je pense qu'on est là au cœur des paradoxes de nos systèmes économiques qu'on doit ensemble, dans les semaines qui viennent, contribuer à renouveler, contribuer à transformer, contribuer à améliorer. Moi, ces 10 dernières années, je les ai vécues en Amérique du Nord et j'ai vu un président arriver aux États-Unis avec de très belles idées, dont certaines ont été mises en œuvre, Barack Obama, sur une économie plus verte, une économie plus riche en environnement, une économie plus égalitaire, une économie plus sociale. Il s'est heurté à 2 obstacles. Un premier, inhérent à la société américaine elle-même, qui est que le modèle électoral fait que les relations entre le gouvernement et le Parlement ne sont pas toujours aussi constructives et simples qu'ici. Et 2, je pense, une résistance réelle de la part d'un certain nombre d'Américains à la transformation d'un modèle qui, à raison ou à tort, ils considèrent comme inéluctable. Et puis surtout, après 2 mandats, ce président a perdu l'élection. Et depuis 2 ans, on assiste, de mon point de vue, à un retour en arrière sur toutes ces dimensions. Sur l'environnement, sur l'allongement de l'horizon, sur la transformation du modèle, avec, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, un protectionnisme dont je crois qu'il n'est pas la solution, et aussi des réformes fiscales qui privilégient le court terme et l'enrichissement. Moi, je crois fondamentalement que Pacte, c'est la réponse de la France qui doit s'inscrire, vous l'avez dit, dans un cadre européen à ce nouveau défi de l'économie mondiale. Pacte, pour moi, ce n'est pas une loi de gauche pour les salariés et une loi de droite pour les entrepreneurs. C'est une loi pour tout le monde. C'est une loi qui doit nous permettre à transformer le logiciel de tous les acteurs économiques. Les entreprises, vous l'avez dit, l'État, vous l'avez dit, mais aussi les salariés, les investisseurs, on en a peu parlé, on en parlera beaucoup, et aussi les consommateurs. C'est une loi qui, pour moi, se donne 6 objectifs. Allonger l'horizon de tout le monde. Plus on considère que les choses doivent se faire à court terme, y compris ici d'ailleurs, moins je pense on est proche de la vérité. Deuxièmement, aligner les intérêts de tous les acteurs économiques. Vous l'avez dit, les salariés doivent bénéficier davantage de la croissance, mais doivent aussi en retour être plus responsables sur leur élaboration de la stratégie de l'entreprise à laquelle ils doivent être mieux associés. Deuxième point, troisième point, nous ne sommes pas dans l'obligation. Nous cherchons à responsabiliser les acteurs. Ça, c'est une méthode qui nous caractérise depuis 1 an et demi. Nous allons continuer. L'objectif, il n'est pas de contraindre, il est de responsabiliser et de donner du pouvoir aux acteurs. Je l'ai dit, 4e objectif, ne pas rajouter de contraintes. On est là pour inciter, on est là pour donner l'exemple, on n'est pas là pour contraindre davantage. Au fond, c'est produire une société de l'émancipation, terme cher à notre président de la République et terme, je pense, assez cher aussi à beaucoup d'entre nous, plutôt qu'une société de la rente. Et puis finalement, vous l'avez dit, c'est produire un État stratège plutôt qu'un État actionnaire, un État qui lui aussi allonge son horizon et change son logiciel. 5 acteurs de l'entreprise, je l'ai dit, qui chacun sont concernés par ce projet de loi et qui doivent faire leur part du travail, si je puis m'exprimer ainsi. Les entreprises, on souhaite qu'elles soient plus libérées, qu'elles soient plus prospères, mais qu'elles soient aussi plus responsables. Et ça, c'est à la fois mon collègue Denis Sommer dans le chapitre 1 et Coralie Dubost ici dans le chapitre 3, qui auront la tâche d'interagir avec vous sur toutes les contraintes qu'on souhaite lever, mais aussi les responsabilités nouvelles qu'on souhaite donner aux entreprises. Un exemple, vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, les seuils. Pour moi, la mesure essentielle, c'est surtout notre capacité, qu'on vous demande de discuter, de donner aux entreprises le temps de s'adapter. La mesure essentielle pour moi du chapitre 1, on va donner du temps aux entreprises de s'adapter, on va adapter le cycle de la législation au cycle économique. Les salariés qui doivent, vous l'avez dit, mieux partager, mieux profiter de la valeur doit être mieux partagée, mais aussi doit être mobilisée dans la stratégie de l'entreprise. L'intéressement aujourd'hui, c'est à peu près 15% des salariés, il faut au moins doubler ça.
Les actionnaires et les investisseurs, j'en ai été un pendant une dizaine d'années, je sais de quoi je parle, les logiciels doivent changer. On doit allonger l'horizon des investisseurs et malheureusement en France, on manque cruellement d'investisseurs de long terme. Il y en a au Canada, j'en connais quelques-uns. Il y en a aussi en Chine, il y en a en Norvège, il y en a en Suède, il y en a même au Royaume-Uni. On en a besoin de plus. La banque publique d'investissement, en est un exemple intéressant. Mais pour moi, l'épargne salariale, c'est aussi un moyen d'allonger l'horizon de nos investisseurs, à condition, et je pense que ça fera partie des débats qu'on a ici, que ce capital puisse aller là où on en a besoin, les PME et les entreprises de taille intermédiaire. L'État, qui doit être un État stratège, un État investisseur, certes, dans certains secteurs, mais surtout un État innovant, et parfois un État protecteur. Je pense qu'on a eu l'occasion de l'évoquer lors de la commission d'enquête qui avait eu lieu ici, Monsieur le Ministre, avec vous. Nous aurons aussi l'occasion d'y revenir. L'exemple typique pour moi est très important, c'est ce que vous avez annoncé vouloir faire sur la Poste. On n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup ici, puisque cette annonce est récente, et donc je suis impatient d'avoir ce débat avec vous ici dans le cadre de la loi Pacte sur l'avenir du modèle de la Poste et de la Banque Postale comme une vraie institution financière publique, vous l'avez dit, mais aussi au service des territoires. Dernier acteur important qui est absent du projet de loi, mais qui, à mon avis, est partout, c'est le consommateur. Parce qu'un entrepreneur, c'est un consommateur, un salarié, c'est un consommateur, un député, c'est un consommateur, et nous sommes tous victimes de nos contradictions. Quand on rentre chez nous le soir, on veut manger du bio. Parfois, on fait du vélo, avec les coûts que ça va avec. Et on est tous dans une logique où on souhaite se responsabiliser davantage comme consommateur. Mais il faut aussi que quand on est un acteur économique, on intègre cette volonté réelle du consommateur de changer la société dans laquelle il est, de manière à pouvoir favoriser ce changement de modèle. Il y a des entreprises aujourd'hui, Starbucks, Uber, qui, je pense, sont en train de souffrir justement de leur incapacité à intégrer ce changement de modèle. Faire du marketing, c'est bien. Changer réellement le modèle économique, c'est mieux. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, juste 2 mots sur la manière dont je conçois mon rôle de rapporteur général. Madame la Présidente, vous l'avez dit, plus de 2000 amendements. Mon objectif, avec les rapporteurs, on en a beaucoup parlé tous les 5, c'est de vous écouter. Évidemment, de participer au débat, de le faire avancer, mais d'écouter toutes les propositions qui viendront de tous les bancs. Mon rôle sera évidemment d'appuyer les rapporteurs thématiques, qui auront l'occasion d'être en première ligne sur tous les chapitres dont ils sont responsables, mais aussi, d'une certaine manière, si je peux me permettre, d'être un peu le gardien du temple. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, pour moi, je suis d'accord avec vous, ce projet de loi est un projet de loi équilibré. C'est un projet de loi cohérent. Et pour moi, l'équilibre et la cohérence du texte, c'est ce qui va me guider quand je donnerai mon avis sur l'ensemble des articles sur lesquels je serai amené à le faire. Enfin, dernier point, et il m'est cher, je souhaite, contrairement parfois à l'habitude française qui veut que le travail s'arrête quand on a voté la loi, que notre travail à tous, il commence quand on aura voté cette loi. Et donc je serai très sensible et je souhaite y travailler avec vous dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, à ce que nous mettions en place un dispositif serré, non pas pour vous surveiller, Monsieur le Ministre, ou vos services, mais pour vous suivre et nous assurer que ce que nous votons est bien mis en œuvre, est bien exécuté, est bien évalué. On fait des changements importants. Au fur et à mesure de l'examen de cette loi, des questions importantes vont se poser. Est-ce que la participation risque de remplacer du salaire? Est-ce que les salariés au conseil d'administration ils sont vraiment écoutés, etc., etc. Je souhaite vraiment qu'on puisse ensemble travailler dans les semaines qui viennent à un dispositif qui nous permettra de nous assurer que non seulement nous votons ce qu'il faut faire, mais que nous le faisons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Nous allons maintenant prendre le temps d'échanger avec les représentants des groupes. Je vous informe qu'on a choisi l'option de l'expression des porte-paroles des groupes et que chaque rapporteur thématique aura possibilité et ouvrira le chapitre le concernant, ce qui nous semblait à tous plus cohérent pour pouvoir laisser la parole à chaque rapporteur thématique sur sa section. Je vais donc donner la parole pour La République En Marche pour 4 minutes précises et minutées à Monsieur Adrien Taquet et ensuite nous écouterons l'ensemble des porte-paroles des groupes. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, après plusieurs mois de travail, de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, de co-construction avec diverses organisations représentatives, le groupe La République En Marche
et ravi d'entamer aujourd'hui l'examen de ce texte important du quinquennat. Important pourquoi ? Important parce qu'avec ce texte, la transformation de notre pays continue et elle s'accélère. Après avoir réformé le Code du travail pour renforcer le dialogue social, après avoir favorisé l'investissement en allégeant la fiscalité sur le capital, après avoir refondé la formation professionnelle et l'apprentissage pour offrir un avenir à nos jeunes les plus éloignés de l'emploi, le pacte, c'est le 4e volet de transformation de notre économie pour améliorer la prospérité de notre pays, des Françaises et des Français, cette nouvelle prospérité française que vous évoquiez dans votre intervention. Transformation d'abord pour la vie des entrepreneurs, qui verront leur quotidien considérablement facilité, avec la possibilité par exemple de créer son entreprise en ligne auprès d'un guichet unique, qui permettra avec d'autres mesures de diminuer les coûts d'installation, alors même qu'ils débutent leur activité. Des entrepreneurs qui pourront bénéficier d'un meilleur accompagnement, de facilité de transmission de leur entreprise, de meilleures capacités de rebond, pour que l'échec ne soit plus rédhibitoire ni stigmatisant dans notre pays. Transformation de la vie de nos PME ensuite, avec une simplification des seuils, cela a été évoqué, sans que cela ne porte atteinte aux droits des salariés. De 199 seuils d'effectifs aujourd'hui, selon des modes de calcul multiples, nous passerons à 3 seuils principaux, avec l'instauration d'une période de 5 ans, pour se conformer aux obligations correspondantes. Le rapporteur général l'a rappelé. Des PME qui auront aussi un accès facilité au financement pour les aider à se développer, à grandir, à s'internationaliser. Transformation du rôle de l'État actionnaire aussi, pour en faire un véritable État stratège, dont la vocation n'est pas de percevoir des dividendes, mais bien d'investir dans les grandes innovations de rupture auxquelles est confronté notre pays, en accompagnant nos entrepreneurs, nos entreprises, à être les leaders de demain. Transformation enfin, et il y en aurait d'autres probablement, mais c'est sur celle-là que je souhaite m'arrêter un peu plus longuement, pour la vie de millions de nos concitoyens salariés. Parce que l'une des lignes de force qui structure ce projet de loi, et qui structurera la plupart des propositions que formulera notre groupe, est de dépasser une vision qui fait de l'entreprise un seul lieu de conflit, pour la consacrer comme, je cite, une collectivité humaine qui est aussi la propriété de ceux qui la font. Une citation que j'emprunte au risque d'en rassurer ou d'en décevoir certains, non pas à un penseur allemand du XIXe siècle, mais bien à notre président de la République, Emmanuel Macron. Oui, ce projet de loi va transformer la vie de millions de salariés dans notre pays, et ce, à 3 égards au moins. Tout d'abord parce que si Pacte va permettre de créer de la valeur, il prévoit également de mieux partager cette valeur au sein de l'entreprise, parmi l'ensemble des salariés. La suppression du forfait social en est la parfaite illustration qui va permettre à des milliers de salariés d'accéder à la participation ou à l'intéressement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans cette lignée, notre groupe proposera des amendements qui visent à favoriser plus encore la pratique de l'intéressement au bénéfice du plus grand nombre, en sécurisant les accords ou en adaptant ce mécanisme au projet d'entreprise. Proposer également que cette redistribution soit plus équitable encore. Le pacte va également changer la vie des salariés dans la mesure où il renforce l'association de ceux-ci aux décisions de leur entreprise. Ce sont de nouveaux droits offerts aux salariés, mais qui ne doivent pas se contenter d'être des droits formels. Pour ce faire, nous proposerons ainsi de garantir, par exemple aux administrateurs salariés, une formation solide, à même de leur permettre de remplir leurs fonctions. Et nous aurons aussi l'occasion de discuter ensemble de la place à accorder à ces administrateurs salariés au sein des conseils d'administration. Pacte, enfin, pose à chacun d'entre nous, salariés, mais aussi dirigeants et actionnaires, la question du sens, puisqu'il se propose de redéfinir ce qu'est l'intérêt social d'une entreprise. Celui-ci ne se limitera pas plus aux seuls intérêts de ses actionnaires. L'entreprise et ses salariés avec elle devront désormais prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. À côté, en complément de cette modification de l'article 1833 du Code civil, nous proposerons, à travers un amendement, de consacrer les entreprises à mission. Pour conclure, Madame la Présidente, ce que nous faisons transforme-t-il en profondeur notre pays et améliore-t-il la vie des gens ? C'est la question que nous sommes systématiquement posée depuis 15 mois. C'est cette obsession-là qui a animé les députés de la République En Marche qui travaillent sur Pacte depuis plusieurs mois. Et c'est la ligne de conduite qui sera la nôtre dans les semaines à venir, en soutien de ce texte, dont nous sommes convaincus qu'il répond à cette double exigence. Je vous remercie.